Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et je suis vraiment impatient de commencer cette émission. J'ai passé la majeure partie de la semaine dernière avec notre invité d'aujourd'hui à Londres, au Royaume-Uni. Nous avons pu l'entendre parler des marchés et c'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui, alors qu'elle s'exprimait aux côtés d'un tas d'autres gestionnaires de portefeuille du monde entier. Il se passe évidemment beaucoup de choses, mais cette gestionnaire de portefeuille en particulier a été la vedette du spectacle. Et pas seulement pour ce qu'elle avait à dire sur les marchés, tous les investisseurs n'y pensent peut-être pas, mais moi je sais à quel point c'est vrai. J'ai vu des publicités sur le sujet. Vous voulez des personnes exceptionnelles pour gérer votre argent, pas seulement des gens très intelligents et très doués pour le faire, mais aussi des gens bien. Et Sarah Nielsen, qui est co-chef des actions nord-américaines chez RBC Gestion mondiale d'actifs, a tout simplement charmé tous les gens présents à cette conférence et les a époustouflés par sa connaissance des marchés de l'énergie, ce qui, je pense, sera le sujet de la discussion aujourd'hui. Sarah, sachez-le, je suis absolument très sincère. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. C'était un voyage formidable. J'ai été ravi de rencontrer tout le monde et j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Merci beaucoup pour cela. Eh bien, Sarah, avant même d'entrer dans une discussion plus large sur les marchés, l'une des choses dont nous avons parlé avant de commencer, vous avez autant apprécié d'écouter les conseillers qui étaient là avec nous, des gens qui travaillent pour les clients, qui détiennent les portefeuilles de placement que vous et votre équipe gérez. Et qu'avez-vous retiré de cette expérience de la semaine dernière, après tout ce temps passé avec les conseillers? Oui, c'était vraiment important pour moi d'entendre à quoi ressemble leur conversation lorsqu'ils parlent à leurs clients, quelles sont les questions, quelles sont les émotions, franchement, et de ramener tout cela pour comprendre ce à quoi notre force de vente est confrontée, de partager cela avec mon équipe et de nous rappeler que nous sommes vraiment concentrés sur l'objectif final du client. Et c'est là-dessus que nous passons le plus clair de notre temps. Essayez de mettre de côté les émotions et d'obtenir les résultats qu'ils recherchent. Je pense donc que ces conversations que nous avons avec l'équipe, vos équipes et les équipes sur le terrain, cela nous aide vraiment à bien comprendre la situation. Oui, cela revient à mon introduction et c'est vraiment important. C'est un point de vue peut-être personnel. Je ne sais pas si je peux le mesurer objectivement. Je peux le faire de manière subjective, certainement. C'est important pour les gestionnaires de placement, lorsqu'ils prennent des décisions et élaborent leur stratégie globale et leur mandat pour les portefeuilles qu'ils gèrent, d'avoir à l'esprit l'investisseur final. Ce n'est pas votre argent que vous gérez, Sarah, c'est pour vous et votre équipe plus d'1 million, voire 2 millions de Canadiens qui comptent sur vous et votre équipe pour obtenir des résultats pour eux. C'est vrai, il s'agit des économies de retraite de millions de Canadiens et c'est une mission importante qui nous incombe. Les discussions que nous avons eues la semaine dernière ne font que renforcer l'importance de cette mission. Nous avons déjà d'ailleurs tenu une réunion d'équipe hier pour en discuter. Restons concentrés, même si le marché est pour le moins volatile, sur la gestion des risques pour le compte des clients. Oui, c'est tellement important d'avoir ce sentiment de connexion. Un élément à prendre en compte, c'est sûr, et ce n'est pas le seul. Si Molly, à Moose Jaw, pense que vous devriez acheter plus d'or, vous n'allez peut-être pas changer tout l'ensemble du portefeuille, mais les objectifs de retraite globaux de Molly et le parcours qu'elle devra suivre pour y parvenir sont des éléments que vous pouvez prendre en compte dans votre processus d'investissement et qui peuvent faire la différence pour les Canadiens. Ce qui fait de vous non seulement une personne formidable, mais aussi quelqu'un de tout puissant. Ce n'est pas ce que je ressens la plupart du temps, mais merci. Et c'est aussi ce qui fait votre force, votre humilité. C'est ce que j'apprécie tant chez tous les gestionnaires de placement qui sont ici avec nous. Bon, assez pour l'introduction, nous allons parler d'énergie, ce qui était la raison principale de vous avoir à l'émission aujourd'hui. Mais avant d'aborder l'énergie, pour avoir une vue d'ensemble,
puisque vous gérez des fonds pour toute l'Amérique du Nord, vous et votre équipe, il y a bien sûr les événements en Iran. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine aussi, perdu. Il se passe toutes sortes de choses. Alors, avec le recul, que pensez-vous du marché boursier dans son ensemble? Les investisseurs devraient-ils s'inquiéter ou à quoi devraient-ils réfléchir en termes d'opportunités? Ouais, comme vous l'avez dit, les conflits géopolitiques continuent de se dérouler en arrière-plan en Russie et en Ukraine et maintenant avec le conflit iranien. Mais avant cela, plus tôt cette année, nous avons eu un grand débat sur l'IA, sur la gestion de savoir si l'IA allait supprimer toutes les opportunités et les marges liées au logiciel. Cela s'est répercuté sur le marché boursier et a entraîné des fluctuations extrêmes des flux sur le marché américain et même sur le marché canadien. Nous avons commencé l'année avec 10% du marché canadien consacré à la technologie et aujourd'hui ce chiffre est de 5%. Les choses changent très vite. Je constate que les investisseurs débattent de nombreux grands thèmes et tentent de comprendre où se trouvent les opportunités alors que tout évolue si rapidement. Mais on s'attend toujours à une croissance des bénéfices assez forte, tant aux États-Unis qu'au Canada. Nous essayons donc de nous ancrer là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses qui bougent en arrière-plan, mais quelles sont les prévisions de bénéfices consensuels? Comment pensons-nous que cela pourrait se dérouler? Ont-ils raison ou tort? Et quelle est la valorisation qui en découle? Si je prends le marché canadien, les analystes s'attendent à une croissance des bénéfices de 15% cette année, malgré ce qui s'est passé avec l'or et le pétrole. Et je pense que cette croissance pourrait même s'accélérer compte tenu des fluctuations du pétrole observées la semaine dernière. Le secteur financier devrait afficher de bons résultats. Quant au secteur industriel, il devrait se redresser à mesure que nous gagnons en confiance. Quant au fait que certains des problèmes liés aux droits de douane qui pesaient sur les perspectives économiques l'année dernière ne sont pas aussi graves que nous le pensions. Et puis d'autres segments du marché, comme celui de la consommation, ont été plus solides. Les services publics ont été un point positif grâce à la hausse de la demande en électricité. Tous ces éléments favorisent la croissance des bénéfices, mais les valorisations sont un peu élevées tant sur le marché américain que canadien. Donc, tant que cette croissance des bénéfices se concrétise, je pense que nous obtiendrons un résultat solide et satisfaisant. Mais il y a encore beaucoup de risques et quand on a un marché où les cours sont élevés, des matières premières très volatiles, surtout au Canada, il y a beaucoup de choses à surveiller, beaucoup de mouvements qui pourraient se produire sous la surface. Et nous surveillons cela en temps réel. Alors, essayez-vous de tirer parti de ces fortes fluctuations à court terme ou bien en raison de l'incertitude, restez-vous plutôt en retrait en vous disant que le contexte, comme vous l'avez suggéré, est plutôt favorable, qu'il y a une bonne croissance des bénéfices, un domaine de la consommation solide? Je vais prendre un peu de tout, je vais rester diversifié et on verra comment ça se passe, ou bien allez-vous tirer parti de ces fluctuations à court terme? Oui, eh bien, c'est un peu des deux, pour dire vrai. Nos portefeuilles reposent en grande partie sur des entreprises de grande qualité qui constituent le cœur du marché. Et ensuite, nous recherchons les opportunités. Le marché boursier réagit souvent de manière excessive lorsqu'une mauvaise ou une bonne nouvelle survient. Et ce sont là des moments où nous devons nous montrer actifs et tirer parti de la situation. Nous passons beaucoup de temps à analyser tous les scénarios pour chacune des entreprises dans lesquelles nous investissons. Quel pourrait être le scénario baissier, le scénario haussier, et ainsi, lorsque nous voyons cela se dérouler rapidement sur le marché en ces temps-ci, nous pouvons en tirer parti. Nous voyons une action atteindre son scénario baissier, mais nous y voyons toujours une opportunité à long terme. Les fondamentaux ne se sont pas détériorés, seuls les flux et la valorisation ont été affectés pour diverses raisons. C'est le moment idéal pour nous d'approfondir notre analyse et éventuellement d'augmenter notre position. C'est très dynamique, Dave. Nous examinons constamment toutes les valeurs et cette volatilité peut être très intéressante et nous offrir de bonnes opportunités de capitalisation. C'est là qu'un gestionnaire actif peut vraiment apporter de l'alpha à un portefeuille. Et cet alpha, c'est la performance supérieure au marché. Vous avez des parties du marché qui évoluent avec de très fortes fluctuations et vous pouvez tirer parti de cela. Alors qu'un indice se contente d'acheter une part proportionnelle de cette action.
Alors, qu'avez-vous fait au cours du dernier mois qui ait pu être un fait marquant pour vous et l'équipe? Où nous avons intégré quelques titres énergétiques à petite capitalisation en début d'année, et cela s'est avéré très payant au fur et à mesure que la situation évoluait. Nous ne recherchons pas nécessairement des sociétés très jeunes, mais plutôt des titres à moyenne capitalisation qui, selon moi, ont été quelque peu oubliés ces derniers temps, mais qui ont de belles perspectives devant eux. Des entreprises qui réduisent leurs coûts, assainissent leur bilan, et nous pouvons ainsi positionner le portefeuille. On pensait que les matières premières seraient un peu en retrait, que ce serait un excellent secteur pour générer de l'alpha. Dans le secteur des pipelines, nous avons des titres qui ont de bonnes perspectives de croissance car la demande en gaz naturel augmente en Amérique du Nord pour répondre à cette demande en électricité. Et même dans le secteur de l'or, nous avons ajouté au portefeuille certaines grandes capitalisations orifères qui, selon nous, présentaient peut-être plus de risques. Nous pensons que certains changements dans la composition de ces sociétés pourraient offrir un potentiel de hausse de valorisation qui n'est pas encore pris en compte à ce stade. Le positionnement sur ces titres s'est donc avéré judicieux. Nous avons ensuite allégé nos positions sur d'autres titres, par exemple certains distributeurs alimentaires aux valorisations peut-être plus élevées, où l'on constate une intensification de la concurrence. Oui, ce qui m'a marqué et que j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation, c'est qu'elle s'apparentait à une discussion, un échange avec des questions, des réponses sur la manière dont vous êtes active au sein du portefeuille. Vous êtes à l'affût des opportunités, vous agissez tout en jouant la carte de la défense au moment opportun. Oui, c'est vrai. Nous passons également beaucoup de temps au Canada, en particulier de plus en plus aux États-Unis, à discuter avec les équipes de direction des entreprises dans lesquelles nous investissons et à rencontrer les conseils d'administration. Ces conversations nous permettent de bien cerner leurs préoccupations, les opportunités qui s'offrent à elles. Cela nous aide à affiner notre vision des opportunités fondamentales de l'entreprise et avoir une vision globale des perspectives de hausse ou de baisse afin d'agir en conséquence pour le compte de nos clients. Oui, ce que j'ai également retenu de votre discussion, c'est que vous êtes en mesure d'obtenir cet accès quand vous en avez besoin. C'est une énorme valeur ajoutée pour vous et votre équipe que de pouvoir rencontrer, quand vous en avez besoin, quelqu'un de la société d'énergie X, de la société orifère X ou de la chaîne de supermarché X et avoir cette discussion au moment où vous en avez besoin. Oui, nous sommes très reconnaissants des relations que nous entretenons et encore une fois, cela tient à notre envergure et à notre immense base de clients. Nous sommes très fiers de cela. Cela nous aide à ouvrir certaines portes et à discuter avec ces équipes. Et vous savez, nous cultivons ces relations depuis des années et je pense que cela profite vraiment à notre approche. Ce serait donc particulièrement le cas pour le sujet sur lequel nous allons concentrer la suite de la discussion, à savoir l'antimoine. Vous entretenez d'excellentes relations dans le secteur de l'antimoine, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé de mon amour pour l'antimoine qui remonte à mes cours de chimie de 10e année à Beaconsfield, au Québec. Mais je plaisante. Nous allons plutôt parler d'énergie, car c'est ce qui préoccupe vraiment les gens. Je devine que la chose que l'on peut dire en ce moment, avec l'expérience que vous possédez dans le secteur, c'est que ces derniers jours ont été tout simplement incroyables. Vraiment incroyables. Je me disais qu'on assistait en temps réel, minute par minute, à l'intégration du risque géopolitique dans le cours du pétrole. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est tellement difficile à suivre, je ne voudrais pas être celle qui doit le faire tous les jours. J'ai le sentiment que nous sommes bien placés pour résister à une partie de cette volatilité compte tenu des titres que nous détenons. Mais ça a été fou. Et il y a beaucoup de débats sur le sujet. Encore une fois, réfléchir en termes de scénario nous aide vraiment à mettre de côté l'émotion, mais nous aide aussi à comprendre pourquoi le prix du pétrole est là où il est. Nous nous demandons quel est le scénario haussier,
Je ne l'appelle même pas un scénario haussier parce qu'il est négatif, mais disons que le scénario le plus optimiste pour le pétrole serait de 150 dollars en cas de perturbation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Si cela dure des mois, il faut que le prix du pétrole atteigne un niveau où la destruction de la demande se déclenche et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et la réaction de l'offre, elle aussi, prend des mois. C'est donc un prix élevé. Ce n'est pas bon pour personne. Ce n'est pas bon pour les économies, ce n'est pas bon pour les marchés. Mais je ne pense même pas que les prix du pétrole atteindront un tel sommet. Quant au scénario baissier, nous pourrions revenir à la situation du début de l'année, soit un baril à 60 dollars. Ce sont des résultats très divergents, vous voyez. Nous essayons de comprendre quelles sont les probabilités de ces scénarios et je pense que le marché fait de même. On peut en quelque sorte remonter pour déterminer quelle est la probabilité que le prix atteigne 150 dollars. Elle n'est pas élevée pour l'instant, surtout après que Trump a laissé entendre qu'il pensait que la guerre touchait à sa fin. On verra bien pour ça. Mais le prix du pétrole a perdu 35 dollars en une journée suite à cette déclaration. C'était vraiment en temps réel. Nous étions à 120 dollars le Brent américain, puis à 88 dollars à la fin de la journée. Il y a donc de grands changements sur le marché et il est important d'ancrer cela dans les scénarios, de comprendre ce que le marché reflète, puis d'examiner nos entreprises et de nous demander comment elles s'en sortiraient dans un scénario haussier ou bien baissier et comment en est positionné le portefeuille. C'est tellement important, comme vous l'avez dit, et comme je le répète souvent à cette émission. Au fait, si vous aimez notre balado, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme préférée ou sur YouTube si vous voulez voir le visage souriant de Sarah avec le soleil en arrière-plan à Toronto. Je ne suis pas à Toronto, je suis à Vancouver. C'est la première fois que je vois neiger à Vancouver. Je suis ici par une journée enneigée début mars. Vous êtes mieux placé que moi. Mais toute cette notion d'émotion est tellement cruciale car l'une des choses que nous avons constatées, et vous l'avez mentionné, c'est qu'un seul tweet, un seul commentaire du président peut faire chuter le prix du pétrole de 35 dollars le baril. Ne minimisons pas cela, c'est énorme, c'est un mouvement sans précédent en l'espace de quelques heures seulement. Et ce n'est pas la première fois. Au cours des 15 derniers mois, 14 ou bien 13 mois et demi, je ne sais plus, on pourrait faire le calcul au jour près. Certaines personnes comptent ainsi, et nous avons vu des mouvements massifs sur le marché d'un simple claquement des doigts à la suite d'un tweet ou d'un commentaire. Une fois, quand j'étais aux Açores, au Portugal, j'ai garé ma voiture à côté d'un taureau et le taureau a percuté ma voiture. La leçon est simplement ne vous garez pas à côté d'un taureau. Or, heureusement ou malheureusement pour le Canada, surtout en ce moment, nous sommes voisins d'un taureau et on ne sait jamais quand ce taureau va se cabrer et vous percuter. Le Canada est un peu comme ma voiture, si vous me suivez dans mon analogie. Mais ce ne sont pas de petits mouvements, ce sont des mouvements importants. Il est donc essentiel de garder la tête froide alors que les choses bougent. Le prix du pétrole est passé de 120 dollars du jour au lendemain, entre dimanche et lundi, et maintenant, au moment où nous parlons, il se situe autour de 80 dollars le baril. Il est même passé sous la barre des 80 dollars à un moment donné aujourd'hui. C'est incroyable. Et donc, en tant que gestionnaire de placement, et comme vous le dites, toutes ces entreprises qui sont impliquées dans l'extraction du pétrole et du gaz naturel, dans la production du carburant et qui alimentent nos voitures, elles doivent, elles aussi, garder la tête froide. Et c'est un élément essentiel de votre réflexion sur l'investissement dans ce secteur. Tout à fait. Je pense qu'elles le font, à moins que nous n'assistions à des prix extrêmes qui exigeraient une réaction de l'offre, ce que personne dans le monde ne souhaite vraiment. Tous les pays du monde aimeraient voir s'accélérer la libération de ces 20% de pétrole actuellement bloqués. C'est mieux pour toutes les économies, pour le monde et pour les populations. Mais en attendant, les entreprises canadiennes sont très bien placées pour générer des flux de trésorerie disponibles dès que le prix dépasse 50 dollars le baril, voire moins pour certaines. Et si elles bénéficient d'une manne de cette ampleur, si les prix du pétrole
devait se maintenir autour de 75 le baril, cela représenterait dans certains cas une hausse de près de 40 par rapport aux estimations de flux de trésorerie du début de l'année lorsque les marchés tablaient sur un prix de 60 C'est un changement considérable. Cela représente des milliards de dollars. Et je pense que cela renforce les bilans, car ce genre d'épisode rappelle aux investisseurs dans des matières premières et aux entreprises que le marché est très volatile. Disposer d'un bilan solide profite donc aux actionnaires. Une dette réduite crée de la valeur pour les actionnaires et permet de redistribuer davantage de liquidités aux actionnaires sous forme de dividendes. Nous avons déjà constaté une augmentation des dividendes et les rachats d'actions ont constitué une part importante des rendements pour les actionnaires. Cela va se poursuivre. Nous pourrions assister à une croissance progressive des entreprises canadiennes au cours des prochaines années si nous construisons davantage d'infrastructures. Mais en attendant, je pense que c'est très positif pour les actionnaires canadiens de ces entreprises. Il y aura davantage de liquidités redistribuées si ces prix se maintiennent. Oui, et l'une des choses dont nous parlions juste avant de commencer l'enregistrement était l'idée que la tendance du pétrole était peut-être à la baisse, pour cette année en tout cas, mais un incident comme celui-ci a vraiment un effet durable. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quelque chose dont les auditeurs pourront vraiment tirer profit, je pense. Oui, cela rappelle au monde à quel point le marché pétrolier est vulnérable lorsque 20% du pétrole mondial transite par un détroit de 20 kilomètres de large. Nous l'avons toujours su, mais il n'a jamais vraiment été fermé pendant une période prolongée. Et maintenant, il est fermé en raison d'une menace d'attaque, mais aussi d'un manque d'assurance permettant de le traverser en toute sécurité. À peu près toutes les capacités de réserve mondiale de pétrole se trouvent dans cette région du Moyen-Orient, principalement en Arabie saoudite. C'est donc une situation à haut risque. Et ce genre d'épisode rappelle à tout le monde que c'est là que se trouve le pétrole. Nous verrons donc peut-être une prime géopolitique prolongée dans le prix du brut pendant un certain temps. Et je dirais qu'avant cet épisode survenu le 28 février, les prix du pétrole avaient déjà augmenté de 20% depuis le début de l'année, même si nous étions en situation de surproduction. Nous avions donc déjà intégré une partie du risque géopolitique et je m'attends à ce que cela se poursuive pendant un certain temps. C'est intéressant de noter que les actions du secteur énergétique canadien avaient progressé de 22% avant même que cela ne se produise et qu'elles sont stables cette semaine. Je pense donc que les marchés n'ont pas nécessairement été surpris par l'idée de troubles géopolitiques dans la région. Nous ne nous attendions simplement pas à ce que cela soit aussi extrême. Et maintenant, la grande question est la durée. Combien de temps cela va-t-il durer? Est-ce aujourd'hui ou dans 2 mois? Ce sont des scénarios très différents. Oui, et c'est vraiment un point essentiel, cette notion de prime de risque. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je pourrais faire toutes les analyses, examiner les fondamentaux et conclure que le prix du pétrole devrait se situer quoi à 65 le baril. Mais tout à coup, je me rappelle qu'il y a des objets qui volent au-dessus d'un certain détroit très étroit et que les voies maritimes sont bloquées et que oui, je ferais peut-être mieux de prendre en compte ce risque supplémentaire. Est-ce que le prix se stabilise à 65 à 75 et pendant tout ce temps où il se maintient à 75 nos producteurs canadiens, eux, ont une base de coûts qui ne bouge pas vraiment et ils continuent de générer 10 de plus par baril produit. Oui, exactement. Pas de dépenses d'investissement supplémentaires pour le moment. Et oui, c'est vraiment une bonne situation. Et il dispose en certains cas de 40 ans de réserves qui ne s'épuisent pas très rapidement. Cela représente un flux de trésorerie disponible pour le résultat net de ces entreprises. Et il se trouve dans une juridiction sûre. Je pense que les producteurs pourraient briller encore plus fort sur les ressources canadiennes après un épisode comme celui-ci. Oui, exactement. Si vous en avez besoin, si vous dépendez du pétrole, ce qui est le cas de nous tous pour nos activités quotidiennes, ou si vous êtes une entreprise qui dépend du pétrole, alors vous regardez le canal et vous vous dites que c'est un endroit plutôt sûr. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons eu un conflit armé dans l'ouest du Canada. En tout cas, ça fait très, très longtemps.
C'est donc une ressource assez stable. Et puis, un autre point que vous avez soulevé la semaine dernière, la durée de cette ressource qui est différente de celle d'autres régions du globe. Oui, exactement. C'est une ressource à long terme qui ne s'épuise pas rapidement. Ainsi, chaque année, une exploitation de sable bitumineux peut voir sa production baisser de 10%, voire moins, tandis qu'un puits de schiste non conventionnel connaîtra une baisse de 50%. Cela signifie donc qu'il faut remplacer ces 50% et plus pour croître l'année suivante ou simplement pour maintenir le statu quo. Et cela représente des dépenses d'investissement qui tournent en boucle. Les producteurs canadiens n'ont donc pas les mêmes besoins en capital d'entretien. Ils ont d'autres dépenses d'entretien, mais pas dans la même mesure. Cela se traduit donc, là encore, par davantage de flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. En anglais, on dit CAPEX pour Capital Expenditure, les dépenses d'investissement. C'est la façon cool de le dire. C'est le terme que j'utilisais avec mes enfants. Je leur disais que la capacité de CAPEX de papa et maman était limitée et qu'il fallait en tenir compte. Alors, globalement, je suppose que vous avez commencé l'année en surpondérant le secteur de l'énergie au Canada et aux États-Unis. Avez-vous maintenu cette position ou comment cela s'est-il présenté au cours des derniers mois? Oui, nous l'avons légèrement renforcé en début d'année pour saisir des opportunités sur quelques titres. Franchement, nous n'avons pas effectué beaucoup de transactions au cours de la semaine dernière. Je suis très confiant dans la capacité des entreprises que nous détenons à traverser la tempête et à tirer parti de ce vent favorable en matière de flux de trésorerie disponible. Et lorsque l'on détient des entreprises dont on a confiance en la capacité des équipes de direction à utiliser ces liquidités pour générer de la valeur, je me sens à l'aise. Et nous n'avons pas beaucoup ajouté non plus, car la période est vraiment incertaine. Nous sommes donc toujours légèrement surpondérés, mais à l'aise avec ça. D'accord. Voilà pour le secteur de l'énergie, que vous connaissez aussi bien que n'importe qui. Vous et votre équipe suivez donc cela de près et nous vous inviterons à revenir dans un avenir proche pour voir comment la situation évolue et à mesure que ces tensions géopolitiques s'intensifient ou s'apaisent, comme on l'espère évidemment. Mais terminons par une brève discussion sur l'antimoine. Non, non, non. Je sais que lorsque je suis à l'extérieur et que je dîne avec des investisseurs, comme je le ferai ce soir, ils vont me parler de l'or et de l'argent. Et vous avez partagé quelques réflexions à ce sujet la semaine dernière. L'une des choses qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu une réaction concernant l'or suite à l'intervention militaire en Iran. Le cours a un peu grimpé, puis il s'est stabilisé avant de baisser considérablement. Et maintenant que le prix du pétrole est stabilisé, l'or semble regagner un peu de terrain. Cela vous a-t-il surpris ou est-ce assez typique compte tenu de l'impact du pétrole sur l'économie dans son ensemble? Est-ce ainsi que vous pensiez que cela se passerait pour l'or? Eh bien, pour être honnête, j'ai été un peu surprise car je pense que nous sommes entrés dans ce conflit alors que l'or dépassait les 5 000 $ l'once, ce qui reflétait également son statut de valeur refuge dans un monde qui semblait assez risqué au vu de certaines évolutions que nous avons observées. Cela reflétait également la dédollarisation et le fait que les banques centrales investissaient davantage dans l'or et moins dans les bons du Trésor américain qu'auparavant. Et cela a été très bénéfique pour les cours de l'or. Lorsque ce conflit a éclaté, l'or s'est vendu, comme vous l'avez mentionné, j'ai été un peu surprise, car cela semblait être le moment idéal pour se tourner vers des valeurs refuges. Mais je pense que beaucoup de gens s'y étaient déjà tournés et c'est ce qui s'est passé ensuite, c'est que si les prix du pétrole sont élevés et que nous avons un conflit et une inflation plus forte, peut-être que les taux d'intérêt ne devront pas être baissés aussi rapidement que certains l'avaient prévu sur les marchés, qu'ils devront peut-être augmenter. Je veux dire, ce sont des éléments qui reflètent très rapidement sur le marché en l'espace d'une journée. Une partie de cette incertitude s'est donc retirée de l'or, et je pense que l'or était peut-être déjà un peu surchauffé, simplement parce que de nombreux flux s'y étaient dirigés.
Il y a donc eu une certaine réduction des positions de tout le monde sur l'ensemble du marché, simplement en raison de l'incertitude. Par ailleurs, nous avons vu le dollar américain redevenir une valeur refuge la semaine dernière. Cela a un peu terni l'éclat de l'or, si vous me permettez ce jeu de mots. Puis hier, la situation a pris un nouveau tournant, comme nous l'avons évoqué, et l'or est encore en légère hausse aujourd'hui, tandis que les actions reflètent un peu de sérénité face au maintien du prix de 5 000 pendant encore quelques temps. Ces fluctuations sont donc difficiles à appréhender. Il y a beaucoup de courants contraires et d'acteurs sur le marché différents, en particulier pour l'or et les matières premières, et pas seulement les détenteurs fondamentaux. Beaucoup de changements peuvent donc se produire très rapidement, mais en fin de compte, j'ai le sentiment que les cours de l'or à ce niveau, tant que nous constatons ce soutien continu des banques centrales pour détenir davantage d'or dans leur portefeuille, devraient continuer à être soutenus. Cela dit, si nous assistons à un revirement inflationniste massif et que les taux d'intérêt devraient augmenter, cela réduira certainement une partie de cette prime sur l'or. Oui, mais l'option générale est que la faiblesse du dollar américain va se poursuivre. C'est un autre facteur favorable. À l'or, dans l'ensemble. Oui, en effet. En ce qui concerne votre stratégie d'investissement, vous concentrez-vous principalement sur les entreprises ou achetez-vous la matière première elle-même et vous modifiez ensuite cette approche au fil du temps? Comment vous et votre équipe abordez-vous l'or? Pour les grands portefeuilles canadiens, nous nous intéressons là encore à des sociétés individuelles. Il ne s'agit pas seulement de rechercher un effet de levier sur le prix de l'or, même si c'est important lorsque vous ajoutez une société aurifère à votre portefeuille. Vous voulez en effet de levier sur le prix, mais vous voulez aussi une équipe de direction, de qualité, en qui vous avez confiance pour générer le capital et le flux de trésorerie disponible qu'elle génère. Par exemple, avec un cours de l'or à 5 000 les sociétés aurifères réalisent en moyenne plus de 1 500 par once de marge de flux de trésorerie disponible qui alimente le résultat net. Vous souhaitez donc que cet argent soit investi dans une société en laquelle vous avez confiance. Nous avons constaté des hausses de dividendes importantes chez les sociétés aurifères, ce que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Les rachats d'actions ont augmenté et en matière de fusion-acquisition, nous observons certaines initiatives où les sociétés mettent en place des plateformes plus importantes. L'échelle permet à nouveau de réduire les coûts au fil du temps et peut profiter aux actionnaires. Nous recherchons généralement des sociétés à grande capitalisation, mais aussi certaines sociétés à moyenne capitalisation qui disposent de bonnes équipes. Nous ne sommes pas du genre à ajouter des juridictions très risquées, car je pense que celles-ci peuvent souvent détruire la valeur très rapidement. Oui, et c'est une autre leçon à retenir concernant les juridictions risquées, la volonté de rester prudent. Mais l'un des autres commentaires, et nous allons terminer peut-être avec ça, qui s'adresse à la direction alors que vous avez traversé la crise du pétrole liée à la COVID, puis le rebond qui a suivi, la flambée des prix avec l'invasion russe de l'Ukraine, avant que les prix ne se stabilisent à nouveau. Il y a eu beaucoup de discussions et on le voit dans les actions. On voit ce qui a été rendu aux actionnaires grâce à une meilleure gestion au sein du secteur pétrolier, en particulier parmi les grands producteurs. Il semblait aimer les cycles d'expansion, de récession quand tout va bien. C'est génial, ils dépensent de l'argent et investissent, et puis cela les frappe de plein fouet lorsque les prix chutent. Et vous avez fait un commentaire similaire à propos des sociétés minières. Donc, pour les sociétés minières d'or et d'argent, on observe une discipline différente tout au long de ce cycle. Tout à fait. Comme vous le soulignez, on constate un désintérêt pour la poursuite de la croissance, la prise de conscience que si l'on dispose d'activités stables, que l'on se concentre d'abord sur les coûts de ces activités, on peut améliorer ses marges. Et nous avons observé cela de manière générale chez les grandes entreprises canadiennes à forte capitalisation. Elles se sont concentrées sur leurs marges, elles se sont concentrées sur leur utilisation efficace du capital
Pour chaque baril de croissance supplémentaire qu'elle recherche, il ne s'agit pas toujours de construire une toute nouvelle mine, il s'agit plutôt d'examiner l'empreinte des actifs existants et de voir s'il est possible de lever des goulots d'étranglement pour obtenir une production supplémentaire. Et cela est bien plus efficace en termes de capital que de construire une nouvelle exploitation dans de nombreux cas. Elles se sont vraiment recentrées sur cela, puis se sont dit que ce flux de trésorerie disponible, elles n'allaient pas le gaspiller. Nous allons le redistribuer aux actionnaires. Et le nombre d'actions a diminué de 5% en moyenne au cours des dernières années, et ils se sont engagés à faire de plus en plus. Par exemple, la plupart d'entre eux prévoient de redistribuer 75% ou 100% de leur flux de trésorerie disponible aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Ce sont des engagements très importants. Oui, et comme le marché canadien est très actif dans les secteurs de l'énergie et des mines, c'est rassurant de savoir que cette discipline est en place car c'est bénéfique pour l'ensemble du marché canadien. Cela profite aux sociétés financières et aux consommateurs car ce sont des secteurs clés de l'économie canadienne. Oui, la situation est plus stable, même si elle reste soumise aux fluctuations des prix des matières premières. Elles sont clairement en meilleure posture et leur endettement global est plus faible. Avant, elles s'endettaient, puis se désendettaient avant de s'effondrer, comme vous l'avez dit, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde affiche un ratio dette-BAIDA proche de 1, ce qui est assez faible en réalité, mais cela les protège de certaines de ces fortes fluctuations et leur offre la possibilité d'être agiles. Et nous faisons confiance aux équipes de direction pour agir, qu'il s'agisse de croître ou d'acquérir des actifs lorsque le marché leur en donne l'occasion. Il faut donc choisir des équipes de direction qui sont également douées pour mettre cela en œuvre. Eh bien, je sais que la raison pour laquelle vous avez cet accès, c'est parce qu'il est très agréable de discuter avec vous. Les dirigeants de ces entreprises doivent vraiment être ravis d'échanger avec vous. Et encore une fois, cela se traduit par de meilleurs résultats pour vous et les détenteurs de parts de votre portefeuille. Sarah, nous ferions mieux de vous rendre à vos fonctions. Nous vous avons retenu pendant une demi-heure. Merci pour le temps que vous nous avez consacré la semaine dernière et j'ai tellement apprécié grâce à votre présentation au groupe pour avoir pris le temps de revenir sur ce plateau aujourd'hui également et j'espère que nous vous reverrons bientôt. Super, merci de m'avoir invité. C'était très sympa. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.